On va en parler tout de suite de ces chiffres de la croissance américaine avec Grégory Volokin qui, comme tous les jours à la même heure, est en direct avec nous de New York. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services, bonjour. Bonjour. Donc c'est vraiment le chiffre que l'on attendait aujourd'hui, un peu mieux que prévu par rapport aux attentes. Je crois qu'on attendait 2%, on a 2,2, mais en ralentissement par rapport aux 2,6 de la première estimation. Qu'est-ce que ça donne dans le détail ? Voilà, alors dans le détail, pourquoi ce petit ralentissement? Puisque comme vous disiez, la première estimation était 2,6, on arrive à 2,2. Des dépenses du gouvernement un peu inférieures, des reconstitutions d'inventaire un peu inférieures à ce qui était attendu, ce qui est un positif. Au niveau de la balance commerciale, c'est surtout là qu'il y a eu un gros effet. Les exportations ont augmenté moins fort que les importations. Ça, c'est évidemment dû à la force du dollar et c'est ça qui explique un peu cette relative déception à 2,2. Maintenant, ce qu'il faut dire surtout, c'est que ça donne une croissance du produit national brut annualisé aux États-Unis de 2,4% pour 2014, ce qui est un chiffre tout à fait raisonnable. Et aussi, ça donne une augmentation de la consommation, parce que c'est ça qu'on regarde, de 4,3%. C'est un beau chiffre, avec pas d'inflation, parce que la donnée qui est la plus regardée par la Fed, la PCE, Personal Expenditure, qui est donc la dépense du consommateur, en gros, c'est en hausse que de 1,1%. Donc, pour résumer, des bons chiffres qui montrent une croissance régulière à 2,4% annuel sans inflation. Et alors face à ça, que peut faire la Fed? Accélérer un petit peu son calendrier ou pas bouger par rapport à ce qu'elle a prévu? On ne sait toujours pas ce qu'elle a prévu en termes de timing. Cette Fed, Janet Yellen, est toujours assez mystérieuse là-dessus. Est-ce que ça change quelque chose aux anticipations de relèvement des taux de la Fed? C'est exactement la bonne question. Ça ne change absolument rien, en fait. Parce que d'un côté, vous avez ce manque d'inflation et la Fed voudrait que l'inflation soit plus forte. De l'autre côté, vous avez cette croissance qui est bonne. Vous avez augmentation au niveau des salaires qui est nette, de la consommation. Mais comme il y en a pour les deux camps, il y en a pour les faucons, il y en a pour les colombes, c'est pas avec ce genre de chiffres que la Fed peut ni anticiper, ni accélérer, ni ralentir une décision. Donc je dirais que c'est des chiffres qui, à partir de la semaine prochaine, seront un peu passés dans les oubliettes de l'histoire financière. Bon, en fait, on n'en sait toujours pas plus, en résumé. On va parler un petit peu de l'actualité entreprise et d'IBM. IBM qui organisait une réunion investisseurs hier. Quels enseignements on peut retirer d'IBM en termes de stratégie? Je dirais la stratégie est très bonne puisqu'ils veulent augmenter leurs revenus de tout ce qui est le cloud. Vous savez, c'est vraiment là que les compagnies ont le plus de croissance. Ils veulent augmenter cette part des revenus de 27 à 40% d'ici le 2018. Donc ça, c'est bien. Par contre, ce que les investisseurs qui étaient présents à cette journée n'ont pas apprécié, c'est que IBM, pour cela, va dépenser 4 milliards de dollars, ce qui est tout à fait aussi potentiellement possible, mais ils n'ont pas dit en quoi ils allaient dépenser ces 4 milliards de dollars. Donc là, l'investisseur a un tout petit peu l'impression de donner un chèque en blanc à IBM en attendant une croissance dans le cloud sans savoir comment ils vont réussir à la gagner. Et puis l'autre chose, c'est l'impact de plus en plus négatif de la force du dollar pour IBM. IBM, évidemment, est un gros exportateur. Plus que 50% des revenus viennent de l'étranger. C'est un effet négatif entre 6 et 7% maintenant en 2015 sur leur profit. Donc c'était pas une journée enthousiasmante pour les investisseurs. Ça montre peut-être que IBM a bien compris qu'ils doivent se secouer. C'est une vieille machine qui doit vraiment plus coller à notre temps. Ils vont dépenser de l'argent pour ça, mais on ne sait pas exactement dans quoi. Bon, la cote quand même, la cote d'amour du titre IBM à Wall Street, elle est comment? Les investisseurs considèrent ça comme une valeur de fonds de portefeuille ou comme une valeur dépassée malgré tout ce qui est annoncé, mais qui mettra du temps à entrer en vigueur? Écoutez, je vous dirais que le seul intérêt en ce moment d'être investisseur dans IBM, et j'en suis, c'est que la cote d'amour est à zéro. Vraiment, c'est une compagnie que personne ne recommande en ce moment à l'achat. Ce qui rassure un peu, c'est qu'un des principaux investisseurs, c'est Warren Buffett. Et mon avis, c'est que tôt ou tard, il va y avoir des investisseurs activistes qui vont commencer à faire un bruit. IBM est une des rares compagnies dans la technologie qui ne s'est pas vraiment réorganisée. Il y a peut-être quelque chose à faire pour pouvoir redémarrer avec de la croissance organique. Pour le moment, la croissance organique de IBM, c'est même pas 1% annuel, donc c'est pas suffisant. Très bien, Grégory Volokin. Vous restez avec nous, on vous retrouve dans une petite demi-heure pour faire le point sur les premiers échanges à la bourse de New York. On vous retrouve à New York.
Et on analyse ce premier quart d'heure de cotation à New York avec Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services, qui est toujours en direct avec nous. La réaction du marché, tout d'abord, à ces chiffres de la révision du PIB américain au quatrième trimestre, deuxième estimation. Bon, on baisse, mais en bon ordre. Oui, je dirais qu'en fait, si le marché a réagi, c'était pas vraiment au chiffre du PIB, ça a été un peu plus aux deux statistiques qui ont été publiées il y a quelques secondes, oui. Ou quelques minutes, l'une de Milwaukee et l'autre des directeurs d'achat de Chicago. Alors ces deux statistiques sont arrivées en dessous de ce qui était attendu. Nettement pour le PMI de Chicago. Nettement. Ouais. Mais vous n'étiez pas à Chicago au mois de février où la température moyenne était entre moins 25 et moins 30 avec 1 mètre de neige. Et quand on regarde le détail de cette statistique, on voit que même, par exemple, l'emploi a baissé alors qu'on sait que l'emploi est en pleine croissance aux États-Unis. Donc vraiment, ce n'est pas une excuse, c'est un effet météorologique dans la région la plus froide des États-Unis sur le mois le plus froid de l'année. Et je ne pense pas qu'il faille s'arracher les cheveux pour ça. Depuis quelques instants, on voit que le dollar est en très légère progression face à l'euro. Ce n'était pas le cas lorsque la deuxième estimation du PIB a été publiée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je pense que beaucoup. Oui, je pense que d'abord c'est une question de où se positionnent les traders et les spéculateurs évidemment. Et je pense qu'ils s'étaient positionnés pour avoir un chiffre du PIB beaucoup plus faible en fait, et surtout pour avoir un chiffre au niveau de la consommation plus faible que ce qui était attendu. Comme ces deux chiffres sont arrivés en ligne et même un peu meilleurs, ils sont en train de racheter du dollar et de revendre un peu d'euros. Alors pour ce qui est de l'actualité entreprise, c'est assez calme aujourd'hui. On l'entendait avec Sabrina Quagliozzi tout à l'heure, des nouvelles du côté de la distribution. Un petit commentaire sur Gap, sur JCPenney aussi. Oui, en fait, il y a eu même 4 compagnies qui ont publié hier, Gap, JCPenney, Sears et Kohl's. Alors dans l'ordre ou dans le désordre, Kohl's c'était très bien reçu, c'est un peu de la distribution haut de gamme. Gap, grâce à leur gamme Old Navy, qui est donc la gamme la moins chère, discount, ça se passe plutôt bien. Par contre, Sears et JCPenney, là c'est des gros problèmes. Du côté de Sears, ils sont obligés maintenant pour avoir du cash, pour lever du cash, de vendre encore des magasins. Ils vont fermer 300 surfaces, on ne sait pas ce qui va vraiment rester. Vous savez que Sears, c'est la fusion avec Kmart, qui avait été le grand événement ces dernières années. Et JCPenney, là aussi, on ne voit pas encore le bout du tunnel. L'action baisse de plus de 10% avec des chiffres décevants. Ils ont encore tout à prouver. Donc, ça ne donne pas une bonne vision de la consommation aux États-Unis, mais ça, quand même, ça nous laisse à penser que c'est pas vraiment facile d'être dans la grande distribution en ce moment. Alors on parle bien de JCPenney, puisqu'il y a une petite coquille dans le bas de notre écran, désolé pour cela. Donc ce sont vraiment des enseignes qui existent depuis très longtemps et qui n'ont pas su se réinventer. D'ailleurs leur clientèle, l'âge moyen de leurs clients est de plus en plus élevé, semble-t-il. C'est tout à fait vrai. En fait, Sears, qui est vraiment une très très vieille histoire, puisque ça remonte au 19e siècle. Ils avaient un fameux catalogue. J'ose pas imaginer l'âge moyen des clients, mais ça m'étonnerait qu'ils soient en dessous de 50 ans. Donc c'est pas vraiment l'avenir. Quand on sait que l'avenir c'est sur Internet, c'est Amazon, c'est toutes les façons d'acheter online. Et ces compagnies, que ça soit Sears ou JCPenney, ne sont pas du tout adaptées à ces nouvelles technologies. Et le plus étonnant, c'est qu'ils n'aient pas su réagir, parce que d'autres géants comme ça de la distribution ont su réagir à temps. Vous avez raison d'une certaine façon, mais même pour les géants de la distribution, alors on peut parler d'un Best Buy ou d'un Macy's, l'Internet n'est pas vraiment la solution. Et ceux qui s'en sortent le mieux, c'est pas difficile à dire, c'est par exemple Costco, qui est alors le gros discounter. C'est pas grâce à Internet qu'ils s'en sortent le mieux, c'est parce qu'ils ont une politique des prix bas, vraiment les prix les plus bas, et qu'il faut être membre, donc ils ont des revenus aussi qui viennent de ces abonnements, de ces memberships. Alors, il nous reste 5 bonnes minutes, Grégory Volokin, pour parler de la neutralité d'Internet. Alors ça, c'est un vaste sujet. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que l'Internet va être placé sous la responsabilité de la FCC, le gendarme des télécoms. Qu'est-ce que ça va changer?
Oui, la FCC, c'est la Federation Communication Committee. Donc c'est eux qui peuvent imposer toutes les règles dans le domaine de la communication. Sauf que jusqu'à maintenant, l'Internet échappait à tout règlement parce que l'Internet n'était pas considéré comme un outil de communication, mais était considéré comme un outil d'information. Donc ce qui change maintenant avec cette nouvelle réglementation, c'est que l'Internet devient aux États-Unis un service public comme le téléphone ou le gaz, par exemple. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change que beaucoup de compagnies qui étaient des distributeurs de services, alors on peut parler des compagnies de câbles, des compagnies de téléphone, espéraient pouvoir imposer des tarifs supérieurs ou des tarifs plus importants aux gros consommateurs. Alors qui est un gros consommateur d'Internet? C'est pas quelqu'un qui va envoyer un email ou qui va être sur Snapchat ou envoyer des petits messages. C'est celui qui va regarder un film ou décharger un film de 2 heures ou avoir un jeu vidéo en direct. Et les compagnies qui distribuent cet accès Internet espéraient en gros, imposer des tarifs à 2 vitesses, des tarifs supérieurs pour les gros consommateurs, broadband, et des tarifs inférieurs pour les autres. Alors, vous aviez des compagnies qui, évidemment, n'auraient pas été du tout contentes. Ces compagnies, c'est celles qui auraient dû payer, évidemment, donc des Google, par exemple, auraient dû payer pour pouvoir avoir cette transmission. Netflix, surtout, on pense à Netflix, ils auraient dû payer ces compagnies de téléphone pour avoir des bons réseaux bien ouverts et bien performants. Et puis aussi, les compagnies qui n'auraient pas du tout été contentes, c'était toutes les petites compagnies Internet qui auraient été défavorisées, puisque pour une compagnie de téléphone, ça aurait été beaucoup plus intelligent et intéressant de vendre de la capacité justement à Netflix qu'à une petite compagnie qui va rien leur rapporter. Donc c'était ça la grande question. C'est un grand effort de la part de Obama depuis des années. C'est une loi vraiment démocrate. D'ailleurs, le chairman de la FCC est un démocrate. Ce qu'on peut critiquer pour le moment, c'est pas grand-chose parce que la loi est encore assez vague. Mais c'est clair que si on met un contrôle des prix à l'utilisation de l'Internet, ça peut freiner quand même beaucoup des efforts en infrastructure, justement, des compagnies de câbles et de téléphone. Donc pour le moment, c'est encore une période d'observation. La loi est votée, mais les détails ne sont pas encore connus. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est en fait le titre. L'Internet aux États-Unis devient un service public. Et en tout cas, Netflix en première ligne, hein, puisque c'est l'un des acteurs les plus puissants de la vidéo à la demande, hein, la demande du visionnage à la demande plutôt de films et de séries, et qui est d'ailleurs installé en Europe et en France depuis quelques mois ici aussi. Il nous reste 2 petites minutes pour faire un petit bilan de ce mois boursier du mois de février, puisque c'est la dernière séance du mois de février finalement à Wall Street également. Plutôt favorable ce mois de février. On voit par exemple que le Nasdaq n'est plus très loin des 5000 points. Oui, je dirais que c'était vraiment en fait l'événement du mois. Ça a été ce retour du Nasdaq sur la première ligne, je pourrais dire. Pourquoi? Parce qu'en gros, au mois de janvier, les investisseurs avaient été un peu déçus par la croissance de certains secteurs de l'économie, et surtout du secteur financier. Les banques avaient été assez pénalisés par la publication de leurs résultats. Au mois de février, c'était surtout les compagnies du Nasdaq qui ont publié, c'était des Google, des Amazon, des Facebook, des Apple, et là, les résultats continuaient à montrer non seulement une belle croissance du chiffre d'affaires, mais même une belle augmentation de la profitabilité, et ça, vraiment, c'est ce que les investisseurs ont recherché pendant le mois. Donc on a un retour un peu sur les valeurs de croissance aux États-Unis, et ça serait pas forcément étonnant de dépasser les 5000 sur le Nasdaq. Alors peut-être pas aujourd'hui, sûrement la semaine prochaine. Maintenant, il faut se souvenir que la dernière fois qu'on avait atteint les 5000, c'était au plus haut de la bulle Internet. On n'est pas du tout dans cette configuration. Les compagnies gagnent beaucoup d'argent en ce moment, alors que dans la bulle Internet, elles n'en gagnaient pas. Par contre, il peut y avoir peut-être un effet de prise de profit à ce niveau-là. Donc c'est la grande question. Est-ce qu'on va rester au-dessus des 5000 ou est-ce qu'il y aura des prises de profit une fois qu'on touche ces niveaux-là? C'est un niveau qu'on avait atteint en mars 2000, je crois, effectivement, en plein sommet de la bulle. Vous parliez d'entreprises qui ne gagnaient pas d'argent, mais il y en a une qui en gagne toujours pas, hein, c'est Amazon, de façon chronique, mais c'est peut-être l'une des rares grosses exceptions. Merci beaucoup, Grégory Volokin.